Ok, c'est parti. Aujourd'hui, bah oui, on va parler de fertilité un petit peu et de permaculture. Tout d'abord, je me présente. Donc moi, c'est Raph. J'ai créé mon business, c'est ça, Conception Permanourricière, parce que j'avais vraiment envie d'aider les communautés. J'avais envie d'améliorer les écosystèmes euh, plus largement que juste mon terrain à moi. Je voulais aller un petit peu plus loin. Et j'avais envie de créer du lien. Je voulais pas être tout seul non plus dans mon jardin à faire de la permaculture, quoi. Donc j'avais envie de, voilà, de faire en sorte que ce soit ma contribution un petit peu aux écosystèmes. C'est venu quand? Bah, c'est venu vraiment avec la naissance de mes enfants. J'ai vraiment eu envie de trouver du sens dans mon travail et dans ce que je faisais, dans ce que je leur laissais finalement, quoi. Et donc la permaculture, voilà, ça fait maintenant 6-7 ans, quelque chose comme ça, que je suis là-dedans. Ça me passionne vraiment. Et voilà, il y a 2 ans, j'ai créé le business. Et il y a cette année aussi, j'ai créé une OBNL parce que j'avais envie d'offrir tous mes services aussi aux écoles qui avaient moins de moyens, aux associations aussi. Des citoyens qui avaient envie de faire des aménagements en permaculture, comme par exemple le cas de Croque ton quartier, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment envie de, ouais, vraiment d'offrir la possibilité à tout le monde de faire de la permaculture chez soi. Vite fait, c'est quoi Conception Permanourricière? On a 3 grands services. Le premier, c'est qu'on fait des designs en permaculture, en 3D. Donc, si vous voyez l'image qui est juste là, c'est exactement ça en fait que je fais. Donc, je reprends tout l'écosystème, ben, je sais pas, d'un terrain vague, d'une école, d'une maison, d'une place, et puis on regarde un peu en 3D qu'est-ce qu'on peut faire, et on construit tout ça, on peut se balader dedans comme dans un jeu vidéo. J'organise aussi les chantiers participatifs. Ça veut dire que une fois qu'on a fait le design tous ensemble, on va aller acheter les plantes et puis on va aller les planter. On organise tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il nous faut du compost? Est-ce qu'il faut des coupes de bois? Est-ce qu'il faut du carton? Voilà, toute cette charge mentale, c'est moi qui la prends. Et puis après, j'ai tout un volet formation aussi. Donc, permaculture, c'est quoi? La forêt nourricière, la fertilité. Et puis on s'installe et puis on apprend tous ensemble à faire plein de choses qui ont trait avec la permaculture. C'est parti. Donc, pour nous remettre d'accord, c'est un peu la même chose que pour l'ancienne présentation, mais c'est toujours important. De quoi on parle quand on parle de permaculture? La permaculture, c'est une philosophie. C'est pas une technique. Il y a tout un tas de techniques qui peuvent respecter cette philosophie-là, mais c'est vraiment une façon de voir les choses, voir le monde, qui a un objectif très clair, c'est d'améliorer les écosystèmes de la manière la plus efficace possible. Alors, un écosystème, c'est quoi? Si on prend la maison, ça va être ta maison, ça va être les gens qui vivent dedans, ça va être toi, ta famille, ça va même être les voisins qui sont tout autour, ça va être, si on va à l'extérieur, la base de l'écosystème, c'est le sol, donc c'est le sol. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a de la vie dans le sol, il y a des insectes, des vers de terre, des bactéries, il y a des plantes qui poussent dedans, il y a des oiseaux, tout un tas d'animaux, il y a du vent aussi, de la pluie, du soleil. Donc tout ça sont les éléments d'écosystème. Et pour que ce soit efficace, on va trouver à chacun de ces éléments un maximum de fonctions. Moi, je prenais toujours l'exemple de la clôture parce que ça marche bien. Tu as une clôture, ça délimite ton terrain, c'est super. Mais sur ta clôture, tu peux mettre une grimpante, une vigne qui va grimper. Ça va te faire des fruits. En même temps, ça va servir de nichoir aussi pour les oiseaux. Les oiseaux peuvent venir dedans et ils sont à l'abri, ils sont protégés. Ça va briser le vent. Peut-être que tu peux utiliser cette clôture-là pour faire ton enclos. À poules, donc voilà, tout un tas de fonctions. Par exemple, si tu as un compost et que tu as des poules, tu peux les mettre ensemble. Et ça, en fait, on crée un maximum d'interactions, c'est ça. Donc, les éléments de ton écosystème, plein de fonctions, maximum d'interactions. C'est ça, en fait, qu'on essaie vraiment de faire en permaculture. Allez, on parle de fertilité, c'est parti. Petite partie un peu plus théorique au début. Après, on va parler un peu plus de pratique. Allez, vous allez voir. Je pense j'essaie de vous faire rire un petit peu. La fertilité. Ok. La base de tout écosystème, ce sur quoi finalement on travaille toujours en permaculture, c'est le sol. Un exemple de sol. Le sol, c'est quoi? C'est la maison. Imagine que c'est une maison pour qui? Pour la vie du sol. Et la vie du sol, c'est quoi? C'est elle qui fait la fertilité. J'aime beaucoup cet exemple-là avec le sol qui est là. Parce que c'est pas une coupe droite, nette. On peut se dire, si tu mets un coup de bêche, c'est net. Mais en fait, non, c'est toujours un petit peu grumeleux quand c'est vivant. Parce que la vie du sol crée des galeries, crée des espèces de petits boudins. On voit les racines. Et ça, c'est vraiment le signe d'un sol qui est vivant. Moi, j'aime beaucoup un sol comme ça. La fertilité, c'est quoi? Juste pour faire un peu la différence entre fertilité et fertilisation, juste pour clarifier. La fertilité, c'est la vie du sol, les petits animaux, qui nourrissent les plantes. Ça, j'aime bien. La fertilisation, c'est quoi? C'est un humain qui tente de nourrir la plante. Alors ouais, ça marche à peu près. Tu vois, il y en a un petit peu dans la bouche, mais il en a aussi partout ailleurs. C'est un gros bazar. Beaucoup de dégâts. Bon, ça marche pas super bien. Donc, fertilisation, je vous déconseille. Je vous expliquerai après pourquoi. Quand on parle de vie du sol, de quoi on parle? On parle des bactéries, des champignons, beaucoup, des protozoaires, des nématodes qui sont les, euh, les prédateurs des bactéries. On a des acariens, beaucoup, les collemboles, les vers de terre. On a des mollusques, on a les cloportes, on a des araignées aussi. Donc
tout un tas de choses, très petits ou très grands. Enfin, moyennement grands. Alors, c'est quoi le rôle de la vie du sol? Ben, ça va être de décomposer la matière organique. Si on regarde une forêt, par exemple, il y a toujours beaucoup de matière organique qui tombe au sol. Mais d'année en année, elle s'accumule pas. On n'a pas de plus en plus de feuilles, de plus en plus de branches. Donc chaque année, en fait, elle est mangée, elle est décomposée, elle est déchiquetée. Et puis aussi, elle va servir à structurer le sol. Regardez cette image-là, ça vient de mon potager. C'est juste un petit bloc et il se tient. Donc si je fais couler de l'eau dessus, par exemple, ben, l'eau qui va tomber en dessous, elle va être claire, elle va être limpide encore. Il y a rien qui va ou pas grand-chose qui va tomber avec. Si je prenais du terreau, par exemple, je le mets dans ma main, je mets de l'eau, ben alors là c'est noir ce qui coule, parce que c'est pas du tout structuré, c'est pas vivant. Donc là, quand c'est vivant, la vie du sol, voilà, se crée une forme de colle, pour simplifier, on va dire ça, qui fait que le sol tient. Et ça évite les problèmes d'érosion aussi qu'on peut voir parfois dans les champs conventionnels quand il pleut très fort. Ça fait une grosse coulée là où il y a de la boue, mais c'est parce que le sol n'est pas assez vivant, le sol se tient pas. Quand il pleut sur un sol de forêt, l'eau s'écoule. Elle rentre dedans et puis elle n'emporte pas la terre avec. Un bon sol à 50% de porosité. Ça on ne sait pas toujours, mais il faut vraiment essayer de viser à 50% de vide, enfin dans lequel on peut y avoir de l'eau qui va s'écouler et donc qui va absorber l'eau beaucoup plus efficacement. L'air va pouvoir rentrer dedans aussi. Les racines vont pouvoir rentrer aussi dans ces galeries. Donc on a besoin de toutes ces galeries et de cette porosité. Vite fait, je vous parle, donne le nom, mais je ne rentre pas trop dans le détail, du complexe argilo-humique. C'est quoi le complexe argilo-humique? On a la matière organique en surface qui descend. On a l'argile des profondeurs qui remonte grâce à la vie du sol, hein, qui fait les voyages. Et au milieu, ça va se mélanger, la matière organique, l'humus et l'argile. Et ça va créer le complexe argilo-humique. Si je dois le simplifier, imagine que c'est le frigo des plantes, c'est-à-dire que ce complexe-là, il va absorber tous les liquides et tous les nutriments. Ce qui fait que s'il y a un excès de minéraux, pardon, le complexe argilo-humique va l'absorber. Et puis à un moment donné, les plantes vont venir mettre sa racine dedans, épuiser ce dont elle a besoin, que ce soit de l'humidité, des minéraux. Donc c'est très important d'avoir ça. Et pour avoir un complexe argilo-humique, il faut bien sûr de l'humus en surface, donc la matière organique, et de l'argile. Ça, a priori, de l'argile, il y en a presque partout. Presque. C'est quoi le rôle du permaculteur dans tout ça? Je vous ai dit, fertilisation, ça marche pas trop. Donc, le rôle du permaculteur, vraiment, ça va être d'aider la vie du sol à se développer. Il va pas trop se concentrer sur la plante. Parce que ça, on a vu avec l'image tout à l'heure, il sait pas trop faire ça. Par contre, ce qu'il peut faire, lui, c'est aider la vie du sol à se développer. C'est quoi les besoins de la vie du sol? Elle a besoin de quoi, la vie du sol, pour se développer? Vu que c'est elle qui va faire la fertilité, le gîte et le couvert. Donc elle a besoin de manger, et elle a besoin d'avoir un endroit où être en paix. Alors le gîte, c'est la maison, c'est facile, c'est le sol. Dans un sol, on le voit pas toujours, on n'a pas toujours cette impression, mais c'est dans le sol qu'il y a la plus grande masse sur Terre. Donc c'est là-dedans qu'il y a le plus de choses finalement qui vivent. Donc c'est très simple, il faut simplement jamais toucher au sol. Parce que si on touche au sol, si on le retourne, si on crée des perturbations, on casse la maison. Et donc la vie du sol, au lieu de passer son temps à générer de la fertilité, elle va passer son temps à réparer sa maison. C'est comme si on passait chaque année, on venait casser ta maison. Tu vas mettre beaucoup d'énergie à casser ta maison, au lieu de te rendre utile pour la communauté. Donc ça veut dire quoi? Le rotoculteur, ben on oublie, c'est fini. La grelinette, tout ça, les machins, on oublie aussi. Ça sert pas à grand chose. Si vous avez une question, on pourra en reparler après. Et puis aussi, même un sol à nu, comme ça, on se dit, bah, c'est un potager, c'est bien. Non, c'est un sol à nu. Un sol à nu, il y a le soleil qui tape dessus, donc il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de fertilité. Donc jamais, au grand jamais, un sol à nu. En plus, il y a une fourche dans le sol, là, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais qu'il arrête tout de suite. Fini. Le couvert. C'est quoi? Donc le couvert, c'est à manger, on s'entend. Donc le boulot du permaculteur, ça va être de donner à manger à tout le monde. En comprenant bien que tout le monde ne mange pas la même chose. Donc là, on va un petit peu discuter de qui mange quoi. Typiquement, une ressource que beaucoup de monde a, c'est du gazon. Qui c'est qui va manger ça, principalement? Ça va être les bactéries. C'est un peu plus large que ça, mais je schématise. Dis-toi que c'est du très petit qui va manger l'herbe, ok? Donc on va dire les bactéries. Des feuilles, tout le monde a accès à des feuilles aussi, c'est assez facile. Qui c'est qui mange ça? Ça va être les insectes et les vers de terre. Donc un peu plus gros, tu vois. Et puis les copeaux de bois. Qui c'est qui mange des copeaux de bois, comme ça? Ça va être plutôt les champignons. On va aller dans le détail après. Là, c'est juste pour situer un petit peu. Tu vois que là, on a, je t'ai parlé des champignons, des insectes, des vers de terre, des bactéries. Et tous les trois mangent des choses différentes. Alors, c'est quoi la différence entre toutes ces matières organiques? Tu as l'herbe, les feuilles et les copeaux de bois. En fait, c'est la solidité. Une différence, il y en a plein d'autres.
Mais une première qu'on peut voir, c'est que l'herbe, ben, c'est très souple, hein, ça se casse assez facilement. Les feuilles, c'est un petit peu moins souple, ça se casse un peu moins facilement. Et puis les branches, ben, si tu prends une petite branche verte de l'année, ouais, elle est encore un petit peu souple, mais bon, pour la casser, il faut déjà y aller. Et alors si tu prends un tronc, ben, bon courage pour la casser, quoi. C'est vraiment, vraiment très solide. Et ça veut dire quoi, la solidité? La solidité, ça définit un petit peu la quantité de carbone qu'il y a dans la matière organique. Donc c'est quoi le carbone? Le carbone, c'est ce qui va constituer la matière organique. Dans toute matière organique, dans moi, dans ma table ici, dans toutes les plantes, il y a du carbone. Ok, et c'est ce que, comme je vous disais, c'est ce qui fait la solidité. Donc au plus c'est carboné, au plus c'est solide. Pensez à l'arbre, hein. L'arbre c'est très très carboné, très solide. Et la vie du sol, en fait, elle mange ça. Elle mange du carbone. Et plus précisément, l'énergie solaire. Donc je vous parle un petit peu de photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? Bien, c'est une plante qui absorbe avec l'aide du soleil, l'énergie du soleil, le CO2 qui est dans l'air. Elle sépare l'oxygène du carbone, elle rejette l'oxygène et elle garde pour elle le carbone. Et elle se constitue. Elle constitue ses feuilles, elle constitue ses branches, elle constitue son tronc et ses racines. Et puis il y a une partie du carbone aussi qu'elle va envoyer dans les racines pour aller nourrir la vie du sol. C'est ce qu'on appelle les exudats. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ce sont des sucs. Voilà, c'est à manger pour la vie du sol. Donc c'est exactement ça. L'arbre se constitue grâce au carbone, envoie le carbone dans les racines, les feuilles vont tomber, les branches vont tomber, et tout ça c'est de la nourriture pour la vie du sol. La vie du sol, ben, elle mange le carbone, elle se constitue avec le carbone, et puis elle respire quand elle respire, elle émet aussi du CO2. Donc il y a une partie du CO2 qui va retourner dans l'atmosphère, hein, et du coup ça fait le cycle, c'est très bien. Mais il y a une énorme partie du CO2 aussi qui va rester stockée dans le sol. Alors on dit beaucoup, ah les arbres c'est super pour stocker du carbone. Oui, ça stocke du carbone, on s'entend. Mais la vie du sol stocke énormément de CO2 aussi dans le sol. Pour vous donner un petit exemple, dans l'atmosphère, c'est 0,04% de CO2. Avant l'ère thermo-industrielle, c'était 0,03. Donc c'est juste un petit centième de pourcentage qui fait les dérèglements climatiques qu'on a aujourd'hui. Mais dans le sol, au niveau des racines, on a aussi détecté 10% de CO2 parfois. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Et on pense, c'est une supposition et ça ferait sens, que les arbres aussi se nourrissent de carbone à travers les racines, tellement il y a de carbone dans le sol. Alors t'imagines si après tu rases tout ça, que tu amènes un tracteur et que tu laboures, tout le carbone qui était stocké, les 10% là, qui étaient stockés au niveau des racines, sont renvoyés dans l'atmosphère. Ce qu'on veut bien sûr pas. Et du coup on se dit, bah le carbone, c'est super, c'est ça qui nourrit la vie du sol. Ben, on met plein de copeaux, parce qu'on vient de dire que dans les copeaux de bois, c'est plein de carbone, là, donc génial. Sauf que non, si tu fais ça, tu mets des copeaux de bois, poum, et que tu mets une tomate, elle pousse pas, elle poussera jamais, il n'y a rien qui pousse. Et en plus, c'est très très lent à se décomposer. Si tu mets juste un gros tas de sciure de bois, d'un tronc, là par exemple, ben, 2 ans plus tard, il sert peut-être encore là ton tas de bois. Pourquoi? Ben, parce qu'il manque de l'azote. C'est ce qu'on appelle la fin d'azote. Et du coup, très naturellement, j'en viens à vous parler d'azote. C'est quoi l'azote? Donc on sait, juste, tu te rappelles, on a besoin de carbone, c'est ce que la vie du sol mange. Très bien. Et puis la vie du sol aussi se constitue, la matière organique se constitue de carbone. Génial. L'azote, c'est quoi? On en parle beaucoup dans les fertilisants, hein, le NPK, donc c'est l'azote, phosphore, potasse. On dit, ah, l'azote, c'est bien, c'est pour faire pousser les plantes. Bon, alors déjà, dans l'image, la quantité de fertilisants qu'il met, là, c'est sûr que ta plante, elle meurt. De toute façon, dans la vidéo, on fait jamais ça, ok? On en parle beaucoup aussi dans le compost, dans le fumier, on se dit, ah, ça c'est bon, ça c'est plein d'azote, super. Ok, mais ça fait quoi de l'azote pour une plante? L'azote, en fait, ça rentre dans la composition de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est le vert dans la plante, en fait. Et la chlorophylle, elle sert à la photosynthèse. Vous vous rappelez la photosynthèse, à quoi ça servait? On va en reparler. Ce qui fait que quand il y a beaucoup d'azote, que la plante prend beaucoup d'azote, elle fait beaucoup de chlorophylle, donc elle est très verte, et donc ça fait des feuilles bien vertes. Comme elle fait des feuilles bien vertes pleines de chlorophylle, elle fait beaucoup de photosynthèse, et donc elle absorbe beaucoup de carbone, de l'air. Okay, et donc elle fait des feuilles plus grosses, elle pousse plus vite, elle fait des troncs plus vite, elle fait des racines plus vite. Donc je dis, l'azote c'est super, et du coup regarde le gazon. Le gazon c'est vert. Du coup tu dis, bah ok, donc j'imagine qu'il y a de la chlorophylle, donc il y a de l'azote. En effet, dans le gazon, il y a de l'azote, c'est super. Dans les feuilles, bah, au début, elles sont vertes, donc il y a de l'azote, j'imagine, de la chlorophylle. Puis à un moment donné, elles changent de couleur, donc l'azote s'en va. Donc c'est un peu moins azoté. En effet, les feuilles sont moins azotées que le gazon. Et le copeau de bois, bah là, il y a vraiment pas beaucoup de vert, pas beaucoup de chlorophylle, pas beaucoup d'azote. Exactement, tout à fait vrai. Du coup, on se dit, bah, super, je mets plein d'herbes alors, parce que ça, j'ai vu que ça fait des belles plantes, que ça pousse vite.
Mais de nouveau, rappelez-vous, quand on veut essayer de nourrir la plante, ça marche pas, ça fait toujours ça. On n'essaye pas de nourrir la plante. C'est juste, nous, l'humain, on sait pas faire de la fertilité. On sait créer des fertilisants, mais les fertilisants, ça fait ça, ça fait des gros dégâts. Donc, non, ça crée tout un tas de problèmes. Ça, c'est un petit exemple. Ah, sympa. Est-ce qu'on veut ça? Je crois pas. J'y reviens juste après sur les problèmes. Je vais vous expliquer ce que c'est, ça. Donc si on met beaucoup d'azote, ouais, les plantes vont pousser, mais la vie du sol, elle va peut-être aimer en partie, mais il faut toujours du carbone pour la vie du sol. Et si on met que du gazon, par exemple, on manque de carbone. Donc on manque de nourriture pour la vie du sol. Qu'est-ce qui se passe si on commence à mettre beaucoup d'azote dans le sol, là, que ce soit sous forme de fertilisant ou parce qu'on met plein de gazon, on met du fumier, vas-y, on met du compost. Ben ça pollue les cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'azote qui est disponible, la plante va se servir un petit peu au passage, mais il y a beaucoup trop, donc elle peut pas tout prendre. Donc il y a une partie qui va aller dans le complexe argilo-humique, on se rappelle c'est le frigo, ça absorbe l'azote. Mais à un moment donné, même le complexe argilo-humique, il va être saturé, il va dire, il y a trop là, attends, calme-toi un peu. Donc il y a une partie, elle va partir, avec les pluies, elle va aller dans les nappes phréatiques, elle va aller dans les cours d'eau, ça va polluer les cours d'eau, en nitrate en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, les nitrates c'est de l'azote. Donc les cours d'eau polluent au nitrate, ça fait qu'on donne de quoi faire de la chlorophylle aux plantes. Les plantes qui sont dans l'eau sont les algues, donc on a une prolifération d'algues qui captent finalement tout l'oxygène des cours d'eau. Comme il n'y a plus d'oxygène, toute la vie des cours d'eau meurt. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la conférence que j'ai faite la semaine dernière, j'ai parlé un peu d'extermination de la biodiversité. Il y avait un petit point, là, vite fait, c'est on a perdu 98% des poissons d'eau douce. Une des raisons, c'est ça. Il y en a d'autres, on s'entend, mais une des raisons, c'est ça. C'est parce qu'on a fait un excès d'azote sur nos champs. Il y a un gaz à effet de serre aussi, ce qui est stocké par le complexe argilo-humique à un moment donné. Il reste là pendant 6 mois, 7 mois ou 8 mois, et puis là, ça fait trop. Alors là, il y a une bactérie qui vient, qui dit, ok, tu sers à rien, il y en a trop là de l'azote, tu dégages, on en fait un gaz. Et c'est un gaz à effet de serre, on n'en veut pas du protoxyde d'azote ou bien gaz ammoniacal. Pas bon, on veut pas. Donc on veut pas trop d'azote dans le sol. Ça crée tout un tas de maladies aussi. Imagine, tu as un ballon de baudruche. Au début, tu as une peau qui est assez épaisse, tu vois, c'est difficile d'aller au travers, mais tu le gonfles, plus tu gonfles, et là, la peau, elle devient de plus en plus fine, et c'est exactement la même chose avec la feuille. Si tu gaves une plante, une feuille d'azote, en fait, elle gonfle, et après, c'est beaucoup plus facile après pour un pathogène de venir rentrer dans la feuille et de créer tout un tas de problèmes. Donc, plus de maladies quand on a beaucoup d'azote dans notre terrain. Petite anecdote, j'avais une amie qui était ingénieure agronome, qui a été faire le tour des jardins de particuliers pour voir un peu ce qu'ils mettaient dans leur potager, et la conclusion c'était que les jardins des particuliers étaient plus pollués que les champs conventionnels. Bon, au mètre carré, on s'entend, le potager du particulier il est assez petit comparé au champ. Donc au final, le champ fait quand même plus de pollution, mais voilà, parce que les particuliers savent pas vraiment comment ça fonctionne la fertilité, ils balancent de l'azote, ils sont contents parce qu'ils ont des belles plantes bien vertes, mais ils ont des sols pollués. Donc, conclusion, azote pour les plantes. Les plantes ont besoin d'azote, ça fait du beau vert, donc on a quand même besoin d'azote, c'est pas à mettre à la poubelle, mais les humains ne savent pas nourrir les plantes. Vous allez en voir quelques-unes des photos comme ça, je veux vraiment que ça rentre ce truc-là. L'humain ne sait pas nourrir les plantes. Qui c'est qui nourrit les plantes alors? Ça, on s'en doute. On en revient. Qu'est-ce que ça fait de l'azote pour la vie du sol? Imagine, t'as un champignon, il se promène, il est tranquille, tu mets un gros tas de copeaux de bois, tu dis vas-y petit, mange. Voilà, il te regarde, genre, wow, il y a beaucoup là, attends, je suis tout seul, dans 2 ans, je suis encore là, moi. Et c'est là que tu viens avec un petit peu d'azote. Regarde, imagine Popeye, il est avec ses épinards, c'est vert, plein d'azote, super. Tu donnes ça à ton champignon, et là, il peut se multiplier, et il mange tout ton bois. Et au lieu de prendre 2 ans, ça va prendre 2 mois. Parce que tu as donné de l'azote à la vie du sol. C'est à ça que ça sert l'azote. Ça permet à la vie du sol de se multiplier pour qu'elle puisse manger tout le carbone. Petite parenthèse, juste pour vous rappeler un petit peu d'où ça vient l'azote. L'azote, il vient de l'air. En fait, on a 78% à peu près de la composition de l'atmosphère qui est faite d'azote, le diazote. Quand il pleut, quand il y a une tempête, ça retombe au sol. Je vais vous montrer. Donc on est là, grosse tempête, il pleut, il y a de l'orage. Donc s'il y a de l'orage, il y en a encore plus. Ça tombe au sol, et puis les plantes peuvent en prendre une partie. La vie du sol va en prendre une partie. Et puis comme je vous ai dit, elle va pouvoir se multiplier, manger du carbone, et tout restituer au fur et à mesure. Bien comprendre que tout l'azote qui est envoyé à la vie du sol, elle est restituée entièrement après au sol et aux plantes. Donc on ne perd pas d'azote quand on donne de l'azote aux plantes. C'est juste qu'elle le prend pour elle se multiplier pour manger le carbone. Et puis quand elle a fini, elle le rend. Ok, merci, c'est cool. Enfin, elle meurt.
Aussi, ce qu'on peut faire, là, c'est le permaculture, il peut faire ça, c'est qu'il peut venir planter des légumineuses. Voilà, il y a des plantes qui sont fait copain-copain avec des bactéries. Ils ont dit, ben, viens là, bactéries. Les bactéries viennent dans la racine, ça fait une espèce de boule, des nodules. Et la plante prend l'azote de l'air, l'envoie dans ses racines, et la bactérie le transforme en azote qui se trouve dans le sol et que les plantes après peuvent récupérer. Donc t'as tes légumineuses, elles tombent au sol sous forme de manière organique, elles meurent, et puis l'azote est restitué à la fois et pour les plantes et pour la vie du sol. Donc de nouveau, le permaculteur, il est à l'écart là. Il rentre pas trop dans ce cycle-là. Il laisse faire parce que ça fait des millions d'années que ça marche là. Donc on va le laisser faire. Il sait, ça sait comment ça marche. Ça sait comment ça fonctionne. Le permaculteur, tout ce qu'il fait lui toujours, c'est qu'il met de la matière organique au sol. C'est tout. Petit résumé. Quand tu donnes du carbone, c'est la nourriture pour la vie du sol, ça se passe bien. Tu vois, regarde, tu le laisses faire, il sait faire. C'est propre, bravo, bien joué. L'azote, ça sert à la multiplication de la vie du sol. Okay. Au plus c'est solide, au plus c'est carboné. Pensez au gazon ou bien à ton tronc d'arbre. Au moins c'est solide, bah, au moins il y a de carbone. Pensez au gazon là. Là c'est ça aussi, au plus la feuille est verte, au plus il y a de l'azote dedans. Et puis au moins la feuille est verte, au moins il y a de l'azote dedans. Là c'est un exemple voilà, d'un plant de tomate, on le voit bien en fait, on voit parfois ça dans les potagers où c'est un petit peu jaune comme ça. Bon, ça peut être un tas de choses, mais là dans ce cas-là, c'est un manque d'azote. Elle pousse pas et puis elle est un petit peu jaune. Et après tu te dis ok, j'ai compris que toute matière organique, il y a du carbone dedans, il y a de l'azote, que dans l'herbe il y avait apparemment un peu plus d'azote, d'accord, dans les copeaux de bois il y a un peu plus de carbone. Ok, mais c'est quoi les bonnes proportions? Tu vois, tu me dis que si je mets que du gazon, on a des problèmes. Si je mets que des copeaux de bois, on a des problèmes. Ok, mais voilà, les proportions, c'est quoi? Si je te dis maintenant, ok, bah, j'ai de la paille. Il y a combien de carbone là-dedans? Il y a combien d'azote? Bon, tu vois, c'est une grosse question. Et si je te donne du compost, il y a combien de carbone là-dedans? Combien d'azote? Et le même compost, après quelques mois, combien de carbone, combien d'azote? Et c'est là que des gens ont inventé ce qu'on appelle le rapport carbone-azote. Si je vais trop vite, si vous avez des questions, notez-les et puis on reprendra un petit peu, parce que je sais que ça peut être un petit peu... je surcharge d'informations, quoi, mais c'est vraiment hyper important, je trouve, de comprendre ça, en fait, pour comprendre la fertilité. Bon, c'est ça. Vous le regarderez encore une autre fois s'il faut, n'hésitez pas. Peut-être qu'il faudra vraiment le revoir plusieurs fois, mais je resterai dispo. Ouais. J'essaie de vulgariser comme je peux, vous le rendre le plus simple possible, mais j'ai conscience que c'est un grand morceau, donc prenez une respiration. Ok, on continue. Il y a des gens qui sont amusés à regarder dans la matière organique, c'est quoi la quantité de carbone, c'est quoi la quantité d'azote. Et ils ont fait un ratio de tout ça. Ils se sont dit, ok, finalement le ratio ou le rapport carbone-azote C sur N, c'est la quantité d'unités de carbone pour une unité d'azote. Je vous montre tout de suite avec un exemple. Tu prends du gazon. Les gens ont été voir. Ils ont dit, oh tiens, ben voilà, dans du gazon, comme ça, on a vu, il y a 100 unités de carbone. Et il y en a 10 d'azote. On va ramener ça sur 1, donc 1 d'azote. Donc ça fait 10 sur 1. Donc 10 unités de carbone, une unité d'azote. Voilà, donc c'est sur N de 10. Super. Les feuilles, on avait dit que c'est un peu plus carboné. Donc il y a un peu plus de carbone. Donc en effet, on a à peu près entre 20 et 60. Typiquement, moi je compte toujours 35, 40 pour des feuilles à l'automne. Donc on va dire 30, 35 unités de carbone pour une d'azote. Des copeaux de bois, c'est encore plus carboné, encore plus dur. Donc c'est encore plus élevé. Ça va de 60 à peu près pour des branches vertes qui sont assez fraîches de l'année. Jusqu'à 500 si tu prends le tronc par exemple, qui est vraiment très carboné. Donc 500 unités de carbone pour une d'azote. Là, il y a vraiment beaucoup de carbone et très peu d'azote. Wikipédia peut vous aider. Il y a une liste comme ça, n'hésitez pas à aller voir. Tapez rapport carbone-azote dans Wikipédia. Et il y a tout un tas de matières organiques ici qui peuvent nous aider. Par exemple, l'urine, 0,7. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'azote que de carbone. Le gazon, 10, c'est ce qu'on avait dit. La consoude, c'est la belle feuille verte que je vous avais montrée dans une image précédente. 10 aussi, 10 unités de carbone, une d'azote. Le compost assez mûr, là, qui est assez vieux, on a à 10 aussi. Les fientes, les excréments, on a à 10 aussi. 10 unités de carbone pour une d'azote. Donc en fait, 10, c'est assez bas dans la matière organique. C'est un C sur N qui est assez bas. Si on monte un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, les déchets de cuisine, ça peut varier entre 10 et 25. Les fans de pommes de terre, on est à 25. Le marc de café, 24. Donc c'est un peu plus carboné que le compost.
Si on monte un petit peu, voilà, on a les feuilles ici entre 20 et 60, donc un peu plus de carbone. La paille, hein, la paille c'est un truc qu'on utilise pas mal en permaculture, mais toutes les pailles se valent pas en termes de quantité de carbone. Donc on a la paille d'avoine, on est plutôt à 50, paille de seigle 65, voilà. Moi j'utilise la paille de blé, parce que ça a pas mal de carbone, 150, j'aime bien ça. Etc. Voilà, donc si tu vas après dans les sciures de bois de feuillus, donc dans le tronc, là, bah, tu peux aller jusqu'à 500, beaucoup. N'hésitez pas à aller voir ça. Donc plus tard, quand vous aurez de la matière organique chez vous, vous dites, ah bah tiens, c'est quoi le C sur N? Il y a combien de carbone là-dedans? Regardez la liste. Ah, il y a autant, ok. Maintenant, quelle quantité je mets? Parce que, je vous dis que le gazon c'est 10, ok, mais c'est peu, c'est beaucoup, je sais pas. Est-ce que c'est bien, pas bien? C'est ça qu'on va aller voir maintenant. Donc il y a un équilibre. L'équilibre, ça veut dire qu'il y a suffisamment de carbone, suffisamment d'azote pour que la vie du sol puisse se développer grâce à l'azote et venir manger tout le carbone sans que ça prenne 2 ans. On s'entend quoi. C'est ça en fait, trouver l'équilibre. Donc c'est quoi le bon ratio finalement quoi, la bonne recette qui marche bien. Et donc l'équilibre, il se situe à 25. Donc si je reprends ma petite liste ici, quand tu mets de la matière organique au sol, qui est un C sur N de 25, tu sais qu'il y a assez d'azote dans la matière organique et assez de carbone pour que la vie du sol puisse se développer et la manger. Si c'était au-dessus de 25, ben on aurait ce qu'on avait plutôt avec les copeaux de bois, une fin d'azote, il n'y a rien qui pousse. Si c'est pas assez carboné, ben, il n'y a rien à manger pour la vie du sol, donc on n'a pas de fertilité. On a peut-être du fertilisant, et ça je vous dis ça marche pas, mais on n'a pas de fertilité parce que la vie du sol elle a rien à manger, donc elle vient pas. Donc rappelez-vous, voilà, toujours essayer de viser 25, 30, mais bon, si tu vas jusque 60, ça passe tranquille aussi. Donc moi j'ai toujours cette petite fenêtre là qui se trouve entre 25 et 60. Donc tout ce que je mets, au final, moi je vise à peu près voilà 30, 35 de C sur N. Très très important toujours. Donc le gazon, comme je vous avais dit, on est en dessous de l'équilibre. Donc si vous avez du gazon chez vous, super, mais il faudra peut-être compenser un petit peu avec quelque chose qui est plus carboné. Prenez des feuilles, des copeaux de bois, quelque chose que vous pouvez trouver facilement autour de chez vous. Si vous avez une haie que vous taillez, ben broyez la haie. C'est du bois, ça, enfin, c'est un peu plus carboné. Vous le mélangez et ça fera à manger pour la vie du sol. D'ailleurs, on voit aussi quand vous faites un tas de gazon, ça chauffe. C'est vraiment, il y a des bactéries là-dedans qui travaillent, ce sont des bactéries thermophiles. Des feuilles, on avait dit voilà entre 20 et 60. Donc là, on est pas mal dans l'équilibre avec des feuilles, c'est cool. Et puis les copeaux de bois, bah là c'est 60 et plus, donc on est au-dessus de l'équilibre. Donc si vous mettez des copeaux de bois très carbonés, ben il va falloir compenser un petit peu. Si vous avez chez vous du BRF, des copeaux de bois, mettez un petit peu de compost peut-être, ou du fumier, ou du gazon, et mélangez un peu à tout ça, et hop, ça va redescendre un petit peu le C sur N. Donc qui mange quoi? Donc là on a parlé un petit peu de l'équilibre. Donc si je mets du gazon, on a vu qu'on était en dessous de l'équilibre, en dessous de 25, c'est vraiment pour les bactéries. Je schématise, hein, mais on part vraiment du plus petit au plus gros. Donc quand il n'y a pas beaucoup de carbone, ou que c'est très friable comme ça, les bactéries peuvent venir déjà manger ça facilement. Puis des petits insectes aussi, comme les acariens. Mais les vers de terre, ça les intéresse pas trop, ça, qui sont un peu plus gros. Et puis alors les champignons, pas du tout. Dans l'équilibre, voilà, on a les feuilles. C'est vraiment la nourriture pour les gros insectes, comme les cloportes, comme les mille-pattes, ou bien les vers de terre. Et puis voilà, ce qui est au-dessus de l'équilibre, c'est vraiment la nourriture pour les champignons. Et quand on crée nos plates-bandes, quand on veut créer de la fertilité, il faut tout. Il faut les champignons, il faut les insectes, les vers de terre, les cloportes, les machins. Et il faut des bactéries. On peut pas juste se dire, ah, c'est bon, je vais faire que des champignons. Non, il faut aussi ramener, donner de la nourriture pour les insectes, pour les vers de terre et pour les bactéries. Donc voilà, rappelez-vous d'avoir toujours des choses en dessous de 25, entre 25 et 60, et au-dessus. Et puis vous mélangez tout ça, et là vous avez un super tas pour faire votre fertilité. C'est quoi le rôle des champignons? Bah, eux, ils vont manger, comme je vous disais, la matière organique très carbonée. Là, c'est une bûche chez moi, à la sortie de l'hiver. Tout le blanc que vous voyez, c'est le mycélium. Donc le mycélium, ce sont les racines blanches qu'on voit souvent dans le bois, dans les feuilles un petit peu aussi. Et c'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est les champignons qui sont en train de manger le carbone. Et après un petit temps, vous avez souvent dû voir ça aussi dans le sous-bois, quand ton tronc il tombe, il est dur. Et après un petit temps, ça devient un peu spongieux. Ça devient comme une éponge. Et ça, c'est le champignon qui est venu manger tout le carbone. Il structure le sol aussi. Ça, c'est un petit exemple. On voit encore la neige là. C'est vraiment quand la neige fond, on voit que le mycélium des champignons était déjà en train de manger toutes les feuilles et mes copeaux de bois que j'ai chez moi. Et on voit l'espèce de filament qui ressemble un petit peu à une toile d'araignée là. C'est le champignon, c'est le mycélium. Et c'est la même chose qui se passe dans le sol. Mais quand vous allez voir là, dans un mois, quand ça va commencer à fondre, vous allez voir ça probablement là où il y a des feuilles et des copeaux de bois.
et ben c'est le champignon. Et on veut ça, exactement ça, dans le sol aussi. Et structurer le sol, comme je vous disais, c'est ce qui fait que le sol tient. Et il part pas quand il y a de l'eau dessus. Il y a un truc très important qui est la mycorhisation. Et ben, s'il y a des champignons mycorhiziens qui vont venir se connecter aux racines des plantes, et les plantes, comme je vous disais, photosynthèse, elles envoient du carbone dans leurs racines. Tiens, vas-y copain, voilà des exudats, du sucre. Les champignons sont super contents. Merci, c'est cool. Et en échange, ils vont aller chercher ce que la plante ne sait pas aller chercher. La plante, elle va chercher à peu près 50% dans le sol des minéraux. Donc, c'est pas tant. Et grâce aux champignons, elle peut aller chercher 100% de ce qui se trouve dans le sol. Parce que la racine des champignons est beaucoup plus fine, ça peut rentrer dans plus de microporosité. Et puis un truc aussi hyper important, c'est que tous ces champignons mycorhiziens vont connecter toutes les plantes entre elles. Ce qui fait que si à un moment donné, ici, il y a un bûcheron qui vient, qui coupe un arbre, l'information, elle passe, il dit ah, attention les copains, il y a un bûcheron, panique, panique. Et ils sont tous au courant. Et les arbres communiquent entre eux grâce aux champignons. Et aussi, un truc génial aussi, c'est que tu as une petite plante ici qui a un peu du mal, parce que là, elle a pas beaucoup d'azote, là, elle pousse pas bien. Et du coup, les grands arbres disent, trécasse, pas de problème, champignons, tiens, voilà de l'azote. Je schématise, hein. Mais ils peuvent s'échanger des nutriments, c'est surtout ça que je veux dire. Ils peuvent s'échanger des informations et des nutriments entre les plantes. Donc c'est important, quand vous plantez pas avec des plantes à 3 mètres les unes des autres, densifiez autant que possible. Et après, vous pourrez espacer éventuellement, mais c'est vraiment important que toutes les racines soient en contact, presque, et qu'il y ait des champignons qui créent le contact aussi. C'est quoi le rôle des vers de terre et des insectes? Comme je vous disais, elles vont encore plus déchiqueter la matière organique. Ça va structurer le sol, ça va créer des galeries, et c'est comme les mineurs, voilà, tu vois, quand ils creusaient, après ils mettaient des poutres pour que la galerie se tienne. Les vers de terre font la même chose, ils sécrètent une espèce de substance qui fait que la galerie se tient et ne s'effondre pas. Et ça fait qu'après tout le sol se tient. Il est structuré, on dit. Et donc la vie du sol va créer des galeries. Dans ces galeries, ils vont descendre la matière organique, l'eau va pouvoir s'écouler, comme je vous disais, l'air également, les racines, et ça veut dire qu'on crée des bonnes conditions finalement pour que la vie du sol puisse se développer en profondeur, de plus en plus en profondeur. Parce qu'on a de l'humidité, on a la matière organique, on a de l'eau. Et puis en plus, il remonte l'argile pour faire le complexe argilo-humique. Je vais vite, hein. Tenez bon. C'est quoi le rôle des bactéries? Vite fait, ok, pareil, ça déchiquette encore la matière organique, mais celle qui est plus molle. C'est vraiment une chaîne alimentaire où tu as les champignons, puis qui déchiquettent. Puis quand le C/N descend vers 60, là, c'est les insectes qui prennent le relais. Ils diminuent le C/N, ils diminuent le C/N. Puis quand ça arrive vers 25 et moins, là, les bactéries, les petits insectes peuvent prendre le relais aussi. Et ça, par exemple, c'est un concombre. Et on voit plein de bactéries dessus, donc ça déchiquette. Et pareil, il structure le sol, il sécrète une espèce de salive comme ça, et il se déplace là-dedans. Et ça vient aussi, c'est une colle, la glomaline, ça vient structurer le sol. Excellent. Et c'est eux, au final, c'est voilà la fin de la chaîne alimentaire, c'est que les bactéries ont à l'intérieur d'elles les minéraux pour les plantes. Ces bactéries vont mourir de plein de raisons, de plein de manières différentes. Ça peut être parce qu'il y a des prédateurs qui vont les manger, nématodes, protozoaires, vont faire des cacas de bactéries, et ces cacas de bactéries, c'est la nourriture pour les plantes. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des champignons jusqu'aux bactéries. Et là, ils vont restituer les minéraux au compte-gouttes. Petit à petit, pas d'un coup, là, comme ferait un humain. C'est vraiment petit à petit, selon les besoins de la plante. Donc le rôle du permaculteur, il est facile. Il doit laisser le sol tranquille. Ça, tu restes sur ton transat avec ta bouteille de vin, t'es tranquille, t'as rien à faire. Faut juste pas toucher au sol. Faut juste t'empêcher d'aller gratter tout ça. Et voilà, son boulot, c'est d'accélérer quand même la restauration de l'écosystème. Si tu fais rien dans ton jardin, dans 20 ans, tu as une forêt super équilibrée et auto-fertile. C'est génial, sauf que tu as envie que ça vienne un peu plus vite. Donc toi, va chercher les arbres que tu veux, va planter les arbres, ramène des légumineuses, des vivaces, qui elles vont faire de la photosynthèse, ramener du carbone dans le sol. On va avoir des feuilles qui vont tomber, ça fait du carbone en surface, tu vas créer de l'humus, nourrir la vie du sol, et tu vas créer ton auto-fertilité comme ça. Donc au lieu de prendre 20 ans, ça pourra prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. C'est quand même plus rapide. Donc en attendant que ton écosystème soit équilibré, de nouveau l'équilibre c'est la forêt, pense la forêt, dans la forêt ça pousse tout seul, il n'y a personne qui arrose, personne qui fait quoi que ce soit, ça pousse tout seul. Donc en attendant d'avoir ce système là, d'arbres qui viennent et qui nourrissent la vie, toi viens compenser en mettant de la matière organique au sol. L'auto-fertilité elle commence après 3 ans. Si tu pars d'un gazon, t'as pas beaucoup de vie là-dedans, ça va te prendre 3 ans pour que les vers de terre reviennent, que les champignons s'installent correctement, les bactéries se développent bien et tout ça. 3 ans. Donc avant 3 ans, ça poussera pas super bien. Ça c'est pour la partie un peu plus théorique, pardon. Je vous parle de pratique.
Voilà, concrètement, tu vois, on fait quoi? Voilà, moi chez moi j'ai un gazon, je fais quoi? Tu vois, t'as un écosystème dégradé, il n'y a pas beaucoup de vie là-dedans, pas beaucoup de fertilité. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux commencer si tu veux par mettre des cartons. C'est pas nécessaire. Les cartons, ça va vraiment, d'une part, c'est de la cellulose, donc ça va manger pour les insectes. Et ça va empêcher les plantes qui sont en dessous de traverser et de pousser. Alors c'est pour ça que je dis que c'est optionnel, parce que moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose que les plantes qui sont en dessous poussent. Tu vas avoir des pissenlits au début, tu vas avoir du plantain si tu as un sol qui est compacté, parce que le rôle de ces plantes-là, c'est vraiment de restaurer ton écosystème, de restaurer ton sol qui a été dégradé. Donc elles vont t'aider. Dans ce cas-ci, par exemple, c'était la forêt nourricière de Croque-ton-Quartier à Beauport. On a mis des cartons parce qu'il y avait un travail d'acceptabilité sociale, et il paraît que les pissenlits ont mauvaise presse. Ce qui est bien dommage, et je le regrette fortement. Ceci dit, voilà, on y va doucement. On fait déjà une forêt nourricière, c'est un peu nouveau. On mettra des pissenlits partout plus tard. Et de toute façon, les pissenlits, ils ont un travail à faire les 2-3 premières années, et puis après, ils n'ont plus besoin d'être là. C'est autre chose, une autre plante qui va prendre le relais, et en ça, la nature est hyper bien faite, parce que d'elle-même, elle va se réparer. Et les pissenlits sont les premiers à venir, en fait, à venir réparer ton sol dégradé. Donc, si vous plaignez de vos pissenlits dans votre gazon, c'est parce que vous avez un sol dégradé. Les feuilles. Voilà, les feuilles, il y en a plein partout, c'est facile, balance des feuilles autant que tu peux. Moi, je mets à peu près un sac comme ça. Ça, c'est les sacs de tous les voisins. Là, tu vois, les sacs orange, je vais les chercher. Là. J'ai chaque année là, une vingtaine de sacs, voire un peu plus, quarantaine de sacs, je crois. J'en ai vraiment beaucoup. Je mets un sac par mètre carré, 2 mètres carrés, à peu près. Ça va dépendre un peu de la taille des feuilles, tout ça. Mais je mets quoi, un 10 cm de feuilles à peu près. Mais en plein, ça va venir couvrir ton sol, c'est super. Comme tu pars d'un gazon, il n'y a pas beaucoup de vie là-dedans, je balance un peu de compost vivant. On s'entend que là-dedans, j'ai des champignons, j'ai des bactéries, j'ai des vers de terre, ça grouille de partout. Je saupoudre un petit peu aux feuilles, je mélange. Comme ça, ma vie, je viens inoculer en fait cet espace-là. Plutôt que d'attendre qu'elle vienne doucement, parce qu'une bactérie, on s'entend que ça se déplace pas très vite. Et je vais l'aider un petit peu. Tiens, hop, on va te mettre des bonnes bactéries. Pareil, si tu fais un compost, va dans la forêt, prends un petit peu d'humus de forêt. Et là, tu as toutes tes bonnes bactéries, de l'humus de forêt, que tu peux les mettre dans ton compost, ou que tu peux les mettre sur tes plates-bandes si tu veux. Et puis tu recouvres typiquement de BRF. Voilà, la première année seulement, pas les autres années, c'est pas nécessaire. Mais 3, 4, 5 cm de BRF. Le BRF, c'est des petits copeaux de bois comme ça, mais c'est du bois plutôt vert, donc c'est pas tant carboné, avec du BRF de qualité. Si tu vas le chercher par exemple au Jardin des Vivaces chez Jacques Hébert, t'es à 50 C sur N, quelque chose comme ça. Donc c'est au niveau du C sur N, c'est très bon. Voilà. Ensuite, toutes les autres années, qu'est-ce que tu fais? À l'automne, la saison est finie, lâche tes poules. Elles vont venir nettoyer un petit peu tout ça, elles vont venir gratter, elles vont venir mettre des déjections, donc ramener un petit peu d'azote là-dedans. Puis, c'est la saison des feuilles, donc je balance des feuilles. Et puis, je mélange ça à toute la matière organique qui restait. Voilà, donc si tu avais du BRF ou de la paille, tu vas mélanger tout ça. Et les poules, elles continuent à gratter, pas de problème. Et puis je laisse comme ça. Finalement, c'est comme la forêt. La forêt, il y a juste des feuilles qui tombent et c'est tout. La neige va tasser un peu tout ça. Donc moi, je lâche les poules. Elles viennent un peu aérer parce que à la sortie de l'hiver, voilà, les feuilles sont très compactées. Mes poules viennent nettoyer tout ça. En plus, il y a toujours un travail de nettoyage. Une fois, j'ai pas lâché les poules au printemps et j'ai eu quand même pas mal de limaces parce que je manque encore de prédateurs. Voilà, j'ai pas assez de batraciens chez moi. Il faut un petit étang, c'est bien aussi. Donc voilà, si jamais t'as pas de poule, tu peux le décompacter à la main, ça se fait bien. Tu auras la main avec un râteau, quoi. J'ai des poules, donc moi je balance du fumier là-dedans. Si t'as encore un peu de compost, tu peux mettre un petit peu de compost. C'est vraiment pour mélanger tout ça aux feuilles pour que la décomposition se mette en branle, pour que ça commence en fait. Et après je le laisse. Il y a une année où j'avais paillé directement. Mais le problème, c'est que du coup, mes poules n'avaient pas assez nettoyé mes plates-bandes et donc j'ai eu des problèmes voilà, de ravageurs. Donc, moi, je laisse comme ça en 2 mois. Là, on est fin mars, là. Okay, donc, tu vas planter seulement début juin. Tu as encore un bon 2 gros mois où je laisse, où ça va commencer à se décomposer, on s'entend quoi. Et puis, au moment de la plantation, à peu près, un petit peu avant, là, je paille. Je mets ma paille de blé. Là, les poules, je les empêche d'aller à mon potager parce que sinon, on va vraiment tout retourner. Et c'est plus le moment. Et puis, quand je plante, je mets un plant de tomates, je vais mettre du compost en surface. On s'entend pas dans le trou ou quoi, vraiment en surface. Pourquoi? C'est parce que, comme tu vois, j'ai 15 cm de matière organique encore au-dessus et je veux être sûr d'éviter la fin d'azote. Donc, autour de mes plantes, pour être sûr qu'il ne manque pas d'azote, je mets un petit peu de compost. C'est pas tant pour nourrir la plante, c'est surtout pour nourrir toute la vie autour de la plante qui, elle, donc la vie du sol va s'activer autour de la plante et puis au fur et à mesure nourrir ma plante.
Ah voilà, j'adore montrer cette photo. Ça c'est chez moi. Donc chez moi, on voit que j'ai des arbres, j'ai des arbustes, j'ai des annuels et des vivaces. Par exemple les hostas. Ici j'ai des couvre-sols, j'ai tout plein de choses. Et j'ai par exemple plein de tomates. Alors, on ne le voit pas bien, mais j'ai plein de tomates. Et là j'ai une courge qui se promène. Mais je la fertilise pas. C'est uniquement avec la fertilité de mon sol que je peux avoir des courges. En faisant exactement ce que je vous ai montré dans l'exemple juste avant. Donc simplement on met de la matière organique, on compense le carbone avec un petit peu d'azote, mais sans en mettre de trop. J'y vais petit à petit, c'est ça, d'abord un petit peu de fumier, je laisse 2 mois, et puis après au besoin je remets un peu de compost autour de mes plantes. C'est tout, ça fait ça. Ça pousse tout seul, pas de problème. Et là-dedans j'ai une diversité, enfin ça foisonne de partout, c'est absolument génial. Tu te promènes là-dedans, et bzzz, ça vole, ça grouille, j'adore. J'adore. Et en surface, tu viens juste gratter un petit peu le paillis, et tu vois tous les... euh, tu vois tous les insectes, tu vois les vers de terre, je trouve ça magnifique. Pour finir, petit mot de la fin, rapidos, jeter à l'œil, tu sais, toi-même tu sais, ne ris pas la plante. Merci.